Al24 News, bienvenue à notre couverture spéciale escalade au Moyen-Orient. L'Iran, cible de frappe américano-sioniste d'une ampleur exceptionnelle. La riposte iranienne ne s'est pas fait attendre. Mais sommes-nous arrivés au point de non-retour régional, mais aussi mondial de manière indirecte? La mort de l'ayatollah Khamenei avec d'autres figures politiques et militaires signe le bouleversement de l'ensemble de l'architecture géopolitique de la région. L'Iran a décrété 40 jours de deuil. Les démonstrations de solidarité des Iraniens en mémoire de leur guide suprême a été forte, encore à l'heure où je vous parle. Les informations sont sporadiques, voire minimes, mais au-delà, on aimerait savoir si cela inquiète le monde entier, c'est-à-dire est-ce que nous rentrons dans une guerre élargie ou plutôt une opération militaire limitée? On en parle et c'est tout de suite. Bombardement historique contre l'Iran qui riposte en prenant à partie beaucoup d'États de la région. La mort de l'ayatollah Khamenei a été durablement ressentie au sein même du pays, voire au-delà. Et si jamais nous avions basculé dans un vide géopolitique mondial dont les conséquences sont imprévisibles, on en parle avec nos invités du jour. Tout d'abord, Badis Renissa, bonsoir. Bonsoir et Saraf Torkom. Saraf Torok, expert en questions internationales, bienvenue. Merci. Également avec nous ce soir, Kamal Mansari, journaliste et également spécialiste des questions internationales. Bienvenue, Kamal Mansari. Saraf Torkom. Saraf Torok. Et à côté de vous, nous avons Lemine Chikri, journaliste et également observateur des thématiques internationales. Bienvenue. Merci, Saraf Torkom. Merci pour l'invitation. Et en direct de Bruxelles, il est avec nous, ce que me dit la régie en tout cas, Michel Collomb. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste, responsable d'investigation et surtout auteur, bienvenue. Alors on va commencer avec vous, Michel Collomb. Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'Iran était sur le point, d'après beaucoup de médias, était sur le point de signer un accord nucléaire. C'est le ministre des Affaires étrangères omanais, Badr el-Bousseidi, médiateur dans ces accords qui ont eu, c'est pourparlers qui ont eu à Genève jusqu'à dernièrement, qui le dit hier à CBS. Il dit que les Iraniens étaient prêts à signer absolument tout, aller loin dans les concessions, c'est-à-dire zéro stock d'uranium enrichi, vérification totale de leur arsenal nucléaire civil. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tous semblaient réunis pour signer un accord et puis ces frappes américano-sionistes sont intervenues pour la deuxième fois, on le rappelle. Écoutez, ça prouve que le problème n'était pas le nucléaire, que le problème n'était pas un accord à négocier. Je rappelle qu'il y avait déjà eu un accord en 2015 qu'il a été brisé par Trump, par les États-Unis. Et donc, ça prouve que le véritable but était le changement de régime, c'est-à-dire la prise de contrôle totale du Moyen-Orient via Israël, via les monarchies arabes complices. Et donc, il fallait éliminer l'Iran, comme il faut éliminer le Hezbollah, le Hamas, la résistance palestinienne. Et donc, c'est ça le vrai objectif. Donc, tout le reste était des prétextes. Ça nous rappelle un peu, personnellement, c'est comme ça que je vous ai connu lors de la campagne en Irak en 2003, où vous parliez à l'époque de prétexte à la guerre. Je reste encore avec vous, Michel Collomb. Dernière question. Après l'assassinat du guide suprême, l'imam Khamenei, dans 32 frappes ayant emporté d'ailleurs sa petite fille et son gendre et d'autres membres de sa famille, on a vu une foule immense se rassembler sur la place Enraleb à Téhéran ou encore sur la place Imam Khomeini à Ispahan. Les Américains pensaient sans doute qu'en tuant Khomeini, ils décapiteraient totalement la donne, en tout cas ce qu'ils appellent le régime iranien. Selon le négociateur Steve Witkoff, il le dit lui-même, on a du mal à comprendre ou cerner les Iraniens. Qu'est-ce que vous avez à nous dire au sujet de cette équation iranienne? J'étais en Iran 2-3 fois il y a un an environ. J'ai pu constater que, bien entendu, vous avez en Iran des opinions diverses en tout cas sur le gouvernement, sur les politiques suivies. Mais une chose qui est très très largement répandue, c'est l'attachement religieux, patriotique, à mon avis, d'une grande majorité de la population. Et donc, vous avez cette démarche typiquement impérialiste.
Les États-Unis, les Européens en général, ils pensent tout en termes de chef. Et ils pensent que s'ils ont tué le chef, eh bien c'est fini, ils n'ont plus de problème. Ils sont incapables de penser qu'en réalité, un chef n'a de valeur que s'il y a un peuple avec lui et que le peuple a été préparé. Bien sûr, c'est un coup dur, mais on sait qu'ils ont tout préparé, que le fait de l'assassiner était tout à fait prévu. Et donc, on sait qu'il y a une structure de commandement et d'organisation qui va rester. Et je pense que Trump, il voudrait une guerre rapide pour différentes raisons, aussi parce qu'il n'a pas tellement de stock de missiles et que les Iraniens, à la fin de la guerre en juin, c'est eux qui gagnaient. C'est Netanyahou qui a dû appeler Trump en disant « Pitié, aide-moi, il faut qu'on arrête ». Et donc maintenant, les Iraniens vont épuiser la machine de guerre de Trump, qui est fragile. Je rappelle que beaucoup de généraux lui ont dit « tu ne peux pas gagner cette guerre ». Je rappelle qu'il y a une majorité, même y compris chez certaines tranches d'âge de son électorat républicain, qui est contre cette guerre. Je rappelle que Trump, il a fait campagne en disant « moi je vais arrêter la guerre éternelle ». Et c'est vraiment… je crois que le peuple aux États-Unis est très opposé à cette dictature, est très opposé aux mesures antisociales et antidémocratiques avec cette police fasciste de ICE. Et donc je crois que Trump, il a joué son va-tout. Il se dit que si il gagne rapidement une grande guerre, alors on va un peu oublier tous ces problèmes, toutes ces casseroles, et je crois que c'est exactement le contraire qui va arriver. Je pense que l'Iran tient, si on a un soutien international, s'il y a une bataille internationale de l'information pour démasquer les fake news de l'Occident, je pense que ça peut être une guerre fatale pour le régime aux États-Unis. Dernière petite chose, est-ce qu'il y a eu, vous avez vu une guerre informationnelle au sujet de l'Iran? Parce qu'au fond, c'est les médias internationaux, notamment américains et occidentaux, qui nous disaient qu'en décapitant le guide suprême, ça serait l'architecture du régime qui chuterait. Écoutez, il y a une guerre de l'information, c'est pas nouveau, c'est à chaque guerre, et je pense que on a un problème, nous en Europe en tout cas, je parle de ce que je connais, je parle des gens avec qui je discute tous les jours, et on a un problème, c'est que les médias mensonges habituels prennent, on a réussi à insuffler une peur de l'Iran, on a raconté des histoires sur 32 000 victimes, sur toutes sortes d'atrocités, alors qu'il a été documenté, et nous l'avons diffusé, que le Mossad avait organisé toute une infrastructure pour provoquer des émeutes et justifier une intervention. Ça a échoué. Et donc, on a beaucoup de mensonges et beaucoup de travail, à mon avis, pour un réseau international de contre-information. Merci Michel Collomb d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes auteur et journaliste. Merci pour ces éléments et je vous dis à bientôt. À bientôt. Alors, on va prendre un peu de distance et de vue. On a vu ensemble, ici, on a traité les sujets sur le bombardement de l'Iran et tout le monde s'est posé la question sur les conséquences prévisibles de cette série ou de cette séquence de bombardement américano-sioniste. Badis Renissa, quelles seraient selon vous les premières conséquences de ces bombardements décidés par Trump et Netanyahou? D'abord, il faut revenir sur la guerre elle-même. C'est-à-dire qu'on est dans une deuxième séquence. On a vécu la guerre des 12 jours, notamment celle de juin 2025, dans laquelle il y avait un certain prélude. Sauf qu'aujourd'hui, on a certains faits marquants qui sont nouveaux. D'abord, à commencer par la riposte de l'Iran elle-même. C'est une riposte régionalisée. Et non pas comme pour la première séquence où elle se limitait que sur des cibles de l'entité sioniste. D'une part. D'autre part, nous avons aussi un prélude qui a commencé non pas par les négociations, puisque ça a été évoqué effectivement, comme pour la première séquence où on a attaqué l'Iran pendant les négociations, et qui plus est pendant, je dirais, une dynamique favorable et positive qui a mené vers peut-être quelque chose de dénouement, sauf que, comme pour la première séquence, l'entité sioniste a préféré s'attaquer à l'Iran, pour créer une contre-dynamique négative et surtout aussi pour damer le pion et pousser l'Iran à l'erreur, donc à la riposte. Mais avant ces négociations, je vous rappelle qu'il y a eu aussi un épisode très important qui est celui de soulèvement ou le pseudo-soulèvement de la société civile iranienne, pour laquelle beaucoup de pays en Occident, à commencer aussi par l'entité sioniste qui voulait
le changement du régime, le régime par les fondations, à savoir le peuple, le soulèvement du peuple. Peine perdue, puisqu'on a bien vu qu'effectivement, c'était un coup d'épée dans l'eau. Donc on est amené à sortir des négociations pour avoir une manœuvre dilatoire en géopolitique, en géosécurité, pour gagner du temps. D'abord, pour avoir le renfort nécessaire, parce qu'une guerre, ça coûte cher. Une guerre, c'est un coût aussi humain, mais surtout aussi matériel. Donc là, on a bien vu toute l'armada américaine qui s'est mobilisée, notamment avec le plus grand porte-avions quand même américain, le Lincoln, juste en face. Et puis ensuite, nous avons effectivement l'armement ou le surarmement de l'entité sioniste, que je rappelle a été affaibli pendant la guerre des 12 jours. Rappelez-vous, à peine 30% des missiles iraniens ont été interceptés. Le dôme de fer, finalement, à ce moment-là, était très fragilisé de l'aveu de plusieurs experts militaires. Donc, pour parler des conséquences, d'abord, on comprend un peu l'amont pour aller vers l'aval. L'aval, effectivement, nous avons vu, même si on parle d'agression de l'entité sioniste face à l'Iran, qui est en violation d'ailleurs de l'article 2, alinéa 4 de la Charte des Nations, et d'ailleurs un article qui est figurez-vous, applicable dans les deux sens, c'est-à-dire pour l'Iran et contre l'Iran, puisque la riposte a été régionale, elle a été contre des pays souverains, des pays du Golfe notamment, le Qatar, y compris le Sultanat d'Oman. Le Sultanat d'Oman qui a contribué pleinement et d'une manière dynamique et même neutre pour essayer de trouver une issue à cette guerre. Donc, même lui n'a pas été épargné. Donc cet article s'applique dans les deux sens concernant l'Iran. Et puis vous avez l'article, bien évidemment, 51, par rapport au principe de légitime défense, où l'Iran s'est trouvé dans l'obligation de répondre, mais pas que, comme pour juin 2025, envers la cible de l'entité sioniste, mais aussi envers les pays limitrophes, envers les pays du Golfe, y compris envers les intérêts américains, puisque au moment où on parle, on dénombre quasiment plus de 3 militaires américains qui ont été tués, plus des blessés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une reconfiguration, certes, de la géographie et la géopolitique de la région, mais au-delà de ça, cette guerre a mené effectivement l'Iran à riposter, ce qui est quasi normal, on va dire, parce que c'est un pays souverain qui se doit de se défendre, question de principe et question aussi de perspective. Et de droit international aussi. Et de droit international également, et surtout, d'ailleurs, on pourra en parler par la suite sur la délégitimation de l'ONU et du droit international, mais moi, ce qui me frappe le plus, comme conséquence subsidiaire, indirecte, qu'on pourrait peut-être développer par la suite dans les semaines et mois à venir, c'est la réaction des pays du Golfe. Puisque vous avez vu qu'au-delà des communiqués, il y a quand même une riposte assez frontale qui est aussi, je dirais, normale et logique, notamment de pays qui sont agressés dans leur souveraineté, sur leur territoire. Pour certains, il y a eu des dégâts matériels, d'autres, il y a eu des pertes humaines. Donc je pense que cette guerre aussi, et c'est au bénéfice, malheureusement, de l'entité sioniste, c'est qu'elle déstabilise ou elle essaye de déstabiliser l'Iran, et en même temps, elle isole l'Iran des pays du Golfe. Quand on sait que, rappelez-vous, quelques mois, années en arrière, la médiation chinoise qui a permis le retour à la normale des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, y compris aussi avec d'autres pays du GCC, donc du pays du Golfe. Donc je pense qu'aujourd'hui, je dirais, après cette guerre, on va faire le bilan, et certainement le bilan en matière de relations des pays avec l'Iran dans la région seront exécrables. Emin Chiri, les conséquences de prime abord après cette série de bombardements qui risquent de durer, parce que c'est une guerre qui risque d'être longue. Oui, c'est une guerre qui risque d'être longue, qui risque d'être courte. On n'en sait rien encore. Hein. Première conséquence, j'allais dire, si elle est longue, les prix du baril vont exploser. On pourra parler d'un baril entre 80 et 100 $, si elle est longue. Si elle est courte, les prix du baril vont augmenter un peu puis redescendre. Ça, c'est une des conséquences immédiates de cette guerre. Mais ce qui me retient mon attention, c'est aussi la première fois que, enfin je ne sais pas si c'est la première fois, mais c'est la première fois que les États-Unis passent outre le feu vert du Congrès. C'est-à-dire d'habitude, on passait outre le feu vert des Nations Unies, du droit international. Cette fois-ci, les Américains sont passés Trump, l'administration Trump, est passé outre le Congrès américain. On met de côté la séquence vénézuélienne. Hein. Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a banalisé le fait de ne plus respecter aucune, j'allais dire,
règles ou morales. Donc ça s'est banalisé, on fait la guerre comme si on allait acheter des petits pains. Et de mon point de vue, ça c'est gravissime. Un autre point qui m'intéresse aussi, c'est un peu la banalisation aussi informationnelle en Occident qui ne relève pas justement les violations du droit international, les violations du droit national américain. La guerre est perçue en Occident comme si c'était une affaire tout à fait banale. Hein. Et donc ça, effectivement, c'est un défi important pour les pays du Grand Sud, hein, dont nous faisons partie. Donc il faudra prendre en considération le fait que l'Occident aujourd'hui, à sa tête les États-Unis, ne respecte plus rien, plus personne. Et ça risque de devenir un fait aggravant des conflits qui ont lieu à travers le monde aujourd'hui. Hier, Bahreïn et la France ont demandé une réunion d'urgence au Conseil de sécurité et ça a été un non-événement, Kamel Mensari. Ça rejoint un peu ce que vient de nous dire Lamine Chir, c'est-à-dire que le cadre de la juridiction internationale est en train de s'émietter. Oui, mais il faut préciser que nous ne sommes pas dans la banalité quand même. Il y a en Occident une forte opposition à cette guerre. Prenons l'exemple de Pedro Sanchez. La déclaration était formelle et directe et dire que c'est une agression contre un peuple souverain, contre un pays qui était justement en train de négocier pour une solution de paix, une solution diplomatique. Donc nous sommes dans une l'administration Trump, parce qu'il faut faire la différence. Il faut faire la part des choses entre l'administration Trump et la base de son parti, y compris au sein des centres de décision où sont toutes les voix qui sont proches des centres de décision qui sont contre cette guerre. Donc on n'est pas dans la banalité, on est plutôt dans une logique d'un système où, si vous voulez, on peut le qualifier de gang qui a décidé d'aller faire la guerre à l'Iran pour le compte d'Israël, parce que la logique et le discours et la rhétorique de l'administration Trump était de dire que nous ne pouvons pas coexister avec ce régime. Donc le but était de faire tomber sur le régime iranien. Aujourd'hui, on se découvre que le régime iranien, il est impossible, d'après les analyses de tous les experts aux États-Unis, y compris les think tanks proches des centres de décision, ils disent qu'il est impossible de faire tomber un régime par des frappes aériennes. C'est impossible. Donc il faut aller vers une opération terrestre que Trump ne veut pas faire et qu'il est impossible de faire, pas parce qu'il ne le veut pas, parce que c'est impossible sur le plan géographique. Et l'Iran est un grand pays avec une grande population de 95 millions, donc c'est impossible. Donc qu'est-ce qu'il y a eu à faire? Ils veulent décapiter ce régime. Or, les séquences où les frappes qui ont eu lieu n'ont pas brisé la chaîne de commandement en Iran. Le régime est sorti, il est fort. C'est-à-dire ils ont pu remplacer les chefs qui ont été tués, assassinés, et même la mort du guide de la révolution, c'est-à-dire Ali Khamenei, n'influence pas dans le centre de décision. C'est une perte symbolique. Sur le plan psychologique, pour la population, elle est affectée, mais le fait que le commandement en Iran reste solide, et le fait il y a une différence. Badis a parlé de la séquence de jours, la guerre, où il y a eu une riposte à partir de 6 heures. Aujourd'hui, hier, on a vu que la riposte iranienne, elle a été en 2 heures maximum. Donc, d'ailleurs, ils étaient préparés. Et en plus de ça, les attaques qui ont ciblé les bases américaines dans les pays du Golfe étaient relevées d'une décision politique, elle n'était pas militaire, parce que les militaires agissent, mais ceux qui ont pris cette décision, ce sont les politiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec un pays voisin et ils connaissent la vulnérabilité de cette région et ils connaissent les répercussions de leurs actes. Pour eux, on est temps, parce que, voyez, vous avez des bases militaires qui sont en train de participer à l'opération de l'agression de l'Iran. La base navale du Bahreïn et celle du Qatar sont celles qui sont en train. D'un côté, il y a le radar, et d'autre, il y a la zone d'approvisionnement des navires américains. Donc nous sommes aujourd'hui, les Américains se disent, il faut aller décapiter ce régime. Aujourd'hui, ils découvrent à leur stupeur que cette population est avec leurs dirigeants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mal analysé, ils comprennent mal le système ou l'architecture complexe du régime iranien. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y a une réalité à laquelle il faut toujours
revenir à la rhétorique américaine. Depuis 1979, c'est le régime. Parce que ce régime-là est anti-israélien. C'est-à-dire que la révolution islamique, elle a déséquilibré les équilibres de force qui étaient dans la région. Le Shah était pro-israélien. Il n'a jamais constitué une menace pour Israël. Et aujourd'hui, l'Iran, après toutes ces années-là, en dépit des sanctions, en dépit de la loi d'Amato, en dépit de tout ce qui a été fait, on découvre que ce régime-là reste le dernier rempart face à Israël. Parce qu'aujourd'hui, le discours et ce scénario du grand Israël revient sur la scène israélienne et revient devant la scène de l'actualité. On parle sans gêne du grand Israël. Auparavant, on n'en parlait pas, on le faisait en catimini, mais aujourd'hui, au sein de la société israélienne et au sein de la classe politique israélienne qui s'est transformée, parce que les dernières années, elle s'est radicalisée, elle correspond plutôt à l'extrême droite, c'est ça la rhétorique ou le postulat de cette classe politique. Donc, parler de grand Israël, l'Iran, le régime actuel, constitue une menace. Donc, il est pour l'administration américaine, qui est devenue pratiquement le bras armé d'Israël, il faut décapiter ce régime. Après ce qu'ils ont constaté comme défaite du Hezbollah, affaibli, la Syrie a disparu, les Houthis sont dans une situation de vulnérabilité. Donc ils se disent que le dernier qu'il faut prendre et qu'il faut démolir, c'est bien le régime. Or, on constate que cette opération-là n'a pas réussi et que finalement, le régime se maintient, que les centres de décision et le chaîne de commandement sont intacts, et en plus, ce qu'on a vu aujourd'hui, la riposte continue. C'est-à-dire les Américains frappent et les Iraniens reprennent le dessous. On me dit que Karim Belgassem est avec nous. Karim, est-ce que vous m'entendez? Expert en géopolitique, vous intervenez à partir de Lyon. Bonsoir. Bonsoir Karim, je vous entends. Bonsoir à tous. Alors notre discussion nous a emmenés au cœur du système Trump. On se posait la question de la raison de ces bombardements. La différence entre le premier mandat et le deuxième mandat de Trump, c'est qu'on s'est dit que Trump s'était débarrassé un peu des néoconservateurs. En tout cas, c'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il affirmait. Il parlait souvent d'attaquer l'État profond américain. On voit que résultat des courses, en un an, c'est 8 pays qui ont été bombardés et finalement l'Iran a été bombardé. Qu'est-ce que cachent ces bombardements? Quelle est la stratégie? Alors, tout d'abord, relativisons certaines choses. Il a effectivement bombardé 8 pays, mais quels ont été les succès concrets? Trump s'était vanté d'avoir créé et favorisé la paix entre l'Inde et le Pakistan. Ce n'était absolument pas le cas. Même le Premier ministre Modi l'avait démenti. Il s'est vanté aussi d'avoir été impliqué dans la paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ce qui était totalement faux. Là, on assiste quelque part à une répétition de ce qui s'est passé l'été dernier entre Israël et puis l'Iran. En fait, la stratégie de Trump, elle est, je dirais pas qu'elle est claire, mais derrière l'Iran se cache éventuellement et même certainement la Chine et puis la Russie, puisque l'Iran est un État membre des BRICS. Donc il y a cet aspect économique, parce que n'oublions pas que les États-Unis, leur plus grande hantise, c'est d'être détrônés par la Chine, sachant que les États-Unis sont la première puissance mondiale, mais qu'en termes de parité de pouvoir d'achat, c'est la Chine qui est numéro 1. Donc la hantise et la plus grande catastrophe qui pourrait aussi arriver aux États-Unis, c'est de perdre ce leadership économique. Et donc derrière ces bombardements envers l'Iran, le prétexte du nucléaire et des manifestations du peuple iranien dont les Américains se fichent royalement, il y a aussi l'approvisionnement au pétrole de la Chine. La Chine, en tout cas, fournit des renseignements et sert aussi de diplomatie sur le dossier iranien. Donc, quelque part, Donald Trump s'attaque à la Chine de manière détournée. Et votre collègue en a parlé il y a quelques secondes. Il y a aussi l'influence sur Donald Trump, les chrétiens évangélistes qui sont alliés avec certains extrémistes israéliens qui ont ce projet messianique de la création du grand Israël. Alors peut-être que ce sont des choses qui dépassent Donald Trump, puisque c'est un businessman farouche, et que je pense qu'à un moment la raison pourrait l'emporter, puisqu'on va attendre demain matin l'ouverture des marchés financiers et pétroliers, puisque l'économie et la réalité
économiques et les indices macroéconomiques ont jusque-là fait ralentir les velléités hégémoniques de Donald Trump. Alors, est-ce que ça le freinera totalement? Sans doute que non, mais n'oublions pas que ça l'avait quand même, l'histoire des droits de douane l'avait quand même refroidi un tout petit peu. Mais voilà, rien n'est dû au hasard. Donald Trump, de toute manière, était acculé et n'avait pas le choix que de bombarder l'Iran avec Israël. Maintenant, et je rejoins aussi mes confrères, l'Iran n'est pas en situation de faiblesse, bien au contraire. L'Iran essaye d'impliquer tous les pays du Golfe et de la région, puisque je dirais que le bal est ouvert, et bien désormais, donc l'Iran joue le jeu et les Iraniens n'ont pas parfaitement conscients des conséquences. Karim, je vous pose une question avant la coupure publicitaire. Après l'annonce de la mort du guide suprême et conformément à l'article 111 de la Constitution de la République d'Iran, une période de transition formée de 3 personnes assurera donc la transition durant 40 jours. Est-ce que les Américains, comme le disait Michel Colomb, Badis Nissa ou Kamel Mansari, est-ce qu'ils auraient mal analysé la structure complexe et politique de l'Iran ? Alors, ce ne serait absolument pas surprenant parce que n'oublions pas que les principaux conseillers de Donald Trump, et ce n'est pas vraiment une surprise, je vais rentrer un peu plus en profondeur, c'est que les connaissances des conseillers de Trump en matière de Proche-Orient et disons même en géopolitique, on peut considérer, on peut les soupçonner d'avoir des connaissances assez limitées. Et ce n'est pas d'une plaisanterie de dire que vous avez pas mal d'Américains qui ne sont pas capables de faire la différence entre les chiites et les sunnites. Donc voilà, il y a aussi le problème d'une certaine inculture, d'un manque d'information et d'un manque véritable de renseignements sur la situation actuelle. Et puis également, j'en avais parlé avec vous, Karim, hier soir dans votre émission, la sous-estimation constante de l'Iran et de son mode de fonctionnement, sans compter ses capacités militaires. Les Iraniens sont bien préparés, ils sont conscients, je vous le disais, des conséquences, et je pense que les leaders américains n'en ont absolument pas conscience. Lamine Chiri, peut-être une intervention sur ce qui vient d'être dit. Oui, tout à fait. Je voudrais dire un petit mot sur ce que vient de dire notre ami, sur la force iranienne. Incontestablement, les Iraniens sont une puissance régionale, mais il y a un grand mais, l'appareil sécuritaire iranien, c'est un gruyère. C'est-à-dire qu'ils sont totalement infiltrés de bout en bout, et le fait que toute la structure, leadership iranienne ait été décapitée de cette manière, pose vraiment des questions sur cette puissance. Donc c'est juste pour mettre un petit bémol sur cette... Il y a des petites faiblesses, des petites lacunes. De grosses lacunes, puisque c'est le leadership qui a été décapité. À leur tête, le chef, le guide suprême. C'est-à-dire, on parle de Ali Khamenei. On revient juste après Lamine Chiri, juste après cette coupure pub. À tout de suite.